Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table, Raphaël Steinville, bonsoir. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Caroline Yadan. Bonsoir. Et merci de nous faire l'amitié de venir dans le studio d'Europe 1 ce soir. Vous êtes député apparenté Renaissance des Français de l'étranger et plus précisément des Français d'Israël. Israël où vous vous rendez demain matin pour être auprès des familles d'otages avec cette... Comme l'a dit le président Trump, il espère que les otages retrouveront leur famille lundi. Écoutez, c'est un moment absolument historique. Oui, bien sûr, j'ai pris la décision dès que j'ai su que le plan Trump avait été, enfin la première partie avait été signée et que les otages allaient être libérés. J'ai pris cette décision de partir dès demain matin en Israël pour être aux côtés des familles des otages. Vous savez, depuis 2 ans, on a reçu énormément de familles des otages à l'Assemblée nationale et on a touché du doigt cette douleur indicible. En fait, on ne peut pas s'imaginer un instant. Personne ne peut s'imaginer un instant ce qu'est la douleur d'une famille qui a son père, sa mère, ses enfants, son frère, sa sœur, peu importe. Et l'imaginer chaque jour, chaque heure qui passe dans les tunnels du Hamas, avec cette idée, avec cet espoir qui est toujours présent, et en même temps cette désespérance du moment présent. Et c'est ce mélange-là. Et donc, je n'imagine même pas ce que peuvent aujourd'hui ressentir les familles face à d'abord ce qu'elles vont découvrir. Est-ce que les listes dont elles ont eu connaissance sont des listes qui correspondent à la réalité? Est-ce que leurs proches va être retrouvé? Otages, 47 Vous savez, otages. on m'a raconté. On ne sait pas combien sont alors encore on vivants. parle de 20 à peu près vivants, mais 20, 25. Enfin, on ne sait pas, mais. Ce matin, j'avais quelqu'un au téléphone en Israël et elle me racontait qu'il y avait une dame qui était assise sur les marches du... Excusez-moi. On respecte votre émotion, Caroline Yadan. Qui était sur les marches du Forum des otages et qui disait, à Tel Aviv, et qui disait, est-ce qu'il y a un manuel pour une mère qui va retrouver son fils après 2 ans Qu'est-ce que je dois de faire captivité? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un manuel. Il y a sans doute des gens pour aider, mais... Sans doute. Et donc, moi, je pense que c'est la cérémonie qui va être organisée pour le retour des otages va être une cérémonie terriblement émouvante, bien sûr, mais ça va être une cérémonie de libération. Une vraie libération parce que depuis 2 ans, on vit aussi à l'heure des otages et on vit aussi en s'imaginant ce qu'ils peuvent subir. Et malheureusement, les images qu'on a vues, les images de famine absolue, c'est-à-dire de la volonté d'un groupe terroriste monstrueux qui est le Hamas, d'affamer ces otages et cette tension et pression psychologique dont joue le Hamas, ça peut enfin cesser et c'est la raison pour laquelle ce sera une véritable libération. Évidemment, c'est une ouverture, une fenêtre absolument inédite et plus on attend longtemps, plus on se dit que ça n'arrivera jamais et finalement ça arrive et donc c'est évidemment une nouvelle. Cela dit, c'est au prix de la libération de 2200 prisonniers palestiniens dont, Caroline Yadan, 250 condamnés pour terrorisme. Et oui, vous vous rendez compte, on m'a posé la question, quelqu'un qui pas forcément très au fait du sujet. Je ne remets absolument pas en cause rien bien du sûr, tout dans ma question, soyons bien d'accord. Mais quelqu'un m'a posé la question, pas plus tard qu'il y a quelques heures, mais m'a dit, mais enfin, pourquoi en fait Qu'est-ce qui justifie que l'on échange 20 ou 22 otages vivants contre 2000 prisonniers palestiniens, dont 250 prisonniers qui ont du sang sur les mains? Qu'est-ce qui le justifie? Pourquoi la valeur de la vie n'est pas la même à ce moment-là? Et j'ai été incapable de lui répondre. Ce que je peux simplement répondre, c'est que la vie pour le peuple juif et le peuple israélien comment dirais-je, a une valeur absolue et que
peu importe. En réalité, ce qui compte, c'est d'abord de libérer les otages. Et vous savez, il y a aussi un espoir, parce que j'aimerais juste aller au-delà de la libération des otages. J'ai lu tout à l'heure une interview d'Al Natour, qui est avocat à Gaza et président de l'organisation palestinienne Youth for Development. Et je trouve très intéressant parce que c'est une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre du tout. Et qu'est-ce qu'il dit en fait ? Il dit le Hamas règne par la peur. Il habite Gaza. Il exécute journalistes, militants et simples citoyens. Ces miliciens jettent des corps dans les rues pour intimider la population. Dans les zones qu'ils contrôlent encore, les habitants vivent dans la misère et le silence. Mais là où ils reculent, la vie renaît. Écoles réouvertes, marchés actifs, soins accessibles. L'espoir vient aujourd'hui du plan de paix de Donald Trump. Je rêve d'un Gaza ouvert sur le monde où l'on accueille des visiteurs en amis et non en témoins de tragédie. Ce rêve ne deviendra réalité que lorsque les Palestiniens seront enfin libérés du Hamas. Et l'espoir est là. On espère tous une autre autorité. Bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle il est prévu dans le plan Trump une force de stabilisation internationale. Donald avec Trump les qui États-Unis. ce soir a promis un désarmement dans une autre phase rapide du plan de paix. Jean-Michel Salvatore. Alors justement, c'est sur ce désarmement progressif du Hamas que je voudrais vous interroger, parce que c'est l'étape évidemment suivante. C'est une étape qui va être tout aussi difficile que la précédente. Comment vous voyez les choses, et est-ce que vous pensez que le peuple israélien est capable de faire la paix après une blessure aussi terrible que celle des otages? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'irrémédiable? En fait, je pense que la question ne se pose pas encore. La question ne se pose pas encore. Il est trop tôt. Il est beaucoup trop tôt. Les otages d'abord? D'abord les otages, d'abord la réalisation réelle du plan Trump, et puis ça ne peut venir qu'après plusieurs années. C'est-à-dire que en fait, pourquoi ce plan Trump est intéressant, c'est parce que il a pour but, en définitive, et au final, a pour objectif de changer les mentalités, de changer les esprits, et de faire en sorte que cette éducation à la haine, que cette haine qui est chevillée au corps aujourd'hui, malheureusement, de beaucoup de Palestiniens, parce qu'ils ont été élevés, que 50% du peuple palestinien aujourd'hui moins de 20 ans, que ça déjà, ça puisse évoluer. Et que le désir de destruction du voisin, le fait de ne pas reconnaître son existence, le fait d'appeler, de ne pas même arriver à dire Israël, mais d'appeler Israël entité sioniste, il faut que ça disparaisse. Et c'est seulement après qu'on pourra évidemment parler de paix. Mais ce qui est vraiment, moi je pense, essentiel dans ce plan, c'est qu'il est inédit dans la mise en œuvre de comment on fait pour démilitariser, comment on fait pour ramener une paix réelle dans la région, comment on fait pour que cette paix ne soit pas une construction de tunnels pour mieux pouvoir détruire Israël dans quelques années et recommencer le 7 octobre. Il y a une chose qui compte en Israël. Vous savez que la société israélienne est elle se déchire politiquement et vraiment pour ça c'est une vraie démocratie. Il y a un point commun à toute la population israélienne. C'est le plus jamais le 7 octobre. Comme on a dit le plus jamais ça, plus jamais le 7 octobre. Parce que ce traumatisme-là, qui a été suivi d'ondes de choc, et notamment à cause des otages et de l'inversion accusatoire aussi à laquelle il a fallu faire face, ce plus jamais ça, il faut qu'il prenne un sens. Et c'est tout l'espoir aujourd'hui de ce qui est présenté. Caroline Yadan, justement, puisque vous parlez de ça, vous dites à juste titre, il me semble, d'abord les otages et ensuite on verra. Parce que c'est quand même ça la priorité. Comment est-ce que vous interprétez ou comment vous recevez plutôt la parole présidentielle aujourd'hui? Emmanuel Macron, alors qu'il y avait des négociations entre pays arabes et pays européens à Paris, justement sur le futur de la paix à Gaza, est arrivé, il a fait une déclaration et il a dit « L'accélération de la colonisation en Cisjordanie constitue une menace existentielle pour un État de Palestine ».
Pardonnez-moi, est-ce que c'est le moment d'avoir cette parole-là ? Non, évidemment. Évidemment, mais il ne vous aura pas échappé que je suis en général sur cette question-là, à tout le moins, plutôt en désaccord avec le président. C'est-à-dire qu'on peut en parler, mais c'est peut-être pas le timing. Non, mais c'est surtout qu'il y a des choses qui sont en cours. Il y a un plan qui est en train d'être négocié. La première partie du plan est en train d'être signée. Je pense que voilà, c'est pas forcément la meilleure des choses qui soit de remettre une pièce dans la machine, on va dire. Raphaël. Oui, Caroline Yadan, vous rappeliez il y a quelques instants que la société israélienne dans son ensemble s'entendait sur ce plus jamais ça, plus jamais un 7 octobre. Face à cette certitude ou cette intime conviction qu'il ne faut pas que ça se reproduise, il y a plusieurs alternatives. Il peut y avoir une fuite en avant sécuritaire, l'idée de toujours devoir se protéger, d'être au mieux des technologies pour pouvoir se défendre. Et puis il y a aussi la perspective de cohabiter avec un voisin palestinien. Est-ce que aujourd'hui, ce qui semblait impossible il y a encore 10-15 jours avant que Donald Trump ne pose sur la table ce plan, vous semble réaliste et à quelle échéance ? Écoutez, moi j'ai envie d'y croire, vraiment. J'ai envie d'y croire. La grande différence, c'est que, vous voyez, quand les Israéliens sont partis de Gaza en 2005, ils sont partis, et puis le Hamas a pris le pouvoir en 2007. 2006. Et à ce moment-là, on a su très très vite que leur but serait un but de guerre, ou en tout cas un but de destruction, parce qu'ils l'avaient annoncé, parce qu'ils le répétaient, et parce que l'objectif de la charte du Hamas, c'est la destruction du peuple juif. Et on avait entendu d'ailleurs, quand moi j'avais été en Israël, visiter les kibboutz et entendre les témoignages, on avait entendu des témoignages de personnes qui entendaient la construction des tunnels. C'est-à-dire ça vibrait en fait sous leur maison. Ils se disaient, mais que se passe-t-il ? Ils sont en train de construire des tunnels pour venir nous tuer. Donc, il y avait ce phénomène de connaissance de ce qui est en train de se passer. On a nos ennemis à la porte. La grande différence aujourd'hui, c'est que, en tout cas, c'est pour ça que je vous parle d'espoir, c'est que le plan Trump doit mettre fin à la volonté de destruction des voisins d'Israël, parce que ça va passer par une autre gouvernance, ça va passer par une autre éducation, ça va passer par une réforme en profondeur de ceux qui vont gouverner Gaza, et il va y avoir aussi une ligne, ça vous l'avez vu aussi dans le plan, une ligne en fait de défense où il n'y aura pas de Palestiniens. Donc c'est aussi un moyen pour Israël de se protéger, et j'espère que l'avenir apportera la paix. En tous les cas, c'est un espoir qui n'a jamais été aussi proche, qui n'existait pas, comme vous l'avez dit, il y a 10 jours, et qui existe enfin aujourd'hui. Un dernier mot avant de vous quitter, Caroline Yadan, puisque demain vous partez en Israël pour être auprès des familles d'otages. Un mot sur la profanation de la tombe de Robert Badinter le jour de son entrée au Panthéon. Oui, vous savez, Robert Badinter, c'était mon prof de droit à la fac. C'est classe, comme dirait les jeunes. Ouais, franchement oui. C'était mon prof de droit en licence de droit. J'avais une admiration déjà sans borne, et c'est grâce à lui que je suis devenue avocate. C'était un infatigable combattant de la justice. Il incarnait cette justice face à la vengeance. Il avait une exigence morale absolument incroyable. Et d'ailleurs, sa panthéonisation honore ce que le droit peut apporter de meilleur dans l'humain. Donc cette profanation, en fait, elle vient dire quoi ? Elle vient dire que l'obscurantisme existe toujours, que la haine existe toujours, et qu'en fait les combats qui ont été ceux de Robert Badinter toute sa vie, ils sont encore présents parmi nous. Et que c'est à nous aussi de porter ce flambeau-là pour continuer à se battre pour que ces valeurs-là, qui sont des valeurs universelles de notre République, se poursuivent. Merci beaucoup, Caroline Yadan, d'avoir été avec nous sur Europe 1.